Donc, c'est le programme classique d'un module d'électronique analogique. Donc, le transistor bipolaire. Alors, le transistor bipolaire, bien sûr, on va voir les circuits de polarisation et aussi le régime dynamique, c'est-à-dire le transistor en tant qu'amplificateur. Ensuite, on verra le transistor à effet de champ. Donc, transistor à effet de champ, donc c'est un autre type de transistor. Il y a le transistor bipolaire, il y a aussi le transistor à effet de champ. Et puis, nous allons voir les amplificateurs opérationnels avec les différents montages fondamentaux des amplificateurs opérationnels. Bien sûr, dans cette partie, on parlera des filtres, des oscillateurs, etc. Et puis, on verra aussi, on essaiera de voir un peu le comportement des transistors en haute fréquence. Donc, en haute fréquence, les composants ne se comportent pas de la même manière qu'en basse fréquence parce que certains phénomènes commencent à apparaître et donc il y a certaines choses qui changent. Donc, on verra, par exemple, que devient un transistor bipolaire lorsqu'on est en haute fréquence. On va essayer de voir. Voilà, donc ce sera à peu près l'ensemble de ce que nous allons voir dans ce module. Alors, donc, ce module, bien sûr, comme tous les autres cours, il y aura des séances de cours, il y aura des TD et il y aura aussi des TP. Alors, les TP, donc on va essayer de faire certains TP à distance. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de les faire en présentiel, mais on va voir qu'on peut faire beaucoup de TP à distance. Donc, nous allons voir, il y a des simulateurs pour les TP, il y a des simulateurs, il y a plusieurs simulateurs, soit des simulateurs que vous pouvez installer sur votre ordinateur, soit des simulateurs en ligne, c'est-à-dire c'est des sites web, il suffit de taper l'adresse du site pour se trouver dans le simulateur. On va travailler avec des simulateurs en ligne. Les simulateurs à installer, alors en général, ce sont des simulateurs payants. Donc, il faut faire attention si vous craquez un logiciel, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut faire attention, surtout si vous publiez vos travaux sur Internet. Mais sinon, il existe un simulateur gratuit, c'est LT Spice. Donc, ça, c'est un simulateur gratuit. Donc, vous avez parfaitement le droit de travailler avec, de simuler tous les circuits. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va être organisé pour les examens. D'habitude, on avait un examen CC1 plus un deuxième examen CC2 plus une note de TP. Donc, en général, il y a 3 notes de TP. Donc là, avec les conditions dans lesquelles on se trouve maintenant, avec ces enseignements à distance, je ne sais pas s'il va y avoir 2 examens ou un seul, mais dans tous les cas, il y aura une note de TP qui peut donc, on peut mettre beaucoup de travaux dans les TP. Alors, les TP, ça peut être des manipulations à faire. Ça peut être des mini-projets, ça peut être des devoirs. Donc, des devoirs, il peut y avoir des devoirs, leur note peut être incluse. Ou bien, on peut faire une note de CC1 qui peut englober des devoirs et des travaux, en plus des TP, bien sûr. Et pour un examen final qui sera le CC2. On verra donc ça au fur et à mesure qu'on avance. On verra comment les choses vont donc évoluer. Donc, pour commencer, donc on va faire une petite révision. Alors, vous savez que en électronique, quand on parle d'électronique, donc en général, c'est des circuits électriques. C'est en général des circuits électriques, donc c'est des courants électriques. En électronique, c'est souvent des petits courants, hein, c'est des courants de faible courant, parce que c'est des cartes électroniques, c'est surtout des informations qui circulent, des petits signaux, donc c'est des courants de l'ordre de milliampères. Par contre, les courants forts, on les trouve dans l'électrotechnique ou bien dans l'électricité industrielle, etc. Donc, dans les circuits électroniques plutôt, donc, le paramètre principal qui est donc responsable de tous les aspects, de tous les comportements des circuits, c'est le courant électrique. Donc, tout est basé sur le courant électrique. Alors, le courant électrique, donc là, je commence la révision presque de zéro parce que je sais qu'il y a des gens, vous êtes issus de plusieurs formations différentes. Il y en a qui ont déjà fait ça plusieurs fois, il y en a qui voient ça presque pour la première fois. Donc, c'est pour ça que je commence la révision presque de zéro. Donc, la définition du courant électrique, c'est quoi? Alors, le courant électrique, c'est le déplacement
d'un ensemble de porteurs de charges électriques, c'est-à-dire des charges électriques qui se déplacent, ça donne un courant. Alors, ces charges électriques peuvent être des charges positives, ils peuvent être des charges négatives. Alors, d'une manière générale, les courants électriques usuels qu'on voit dans les câbles autour de nous, c'est des électrons, donc c'est des charges négatives qui se déplacent. Donc, ce sont des électrons. Mais ça existe aussi des charges positives, par exemple, des solutions liquides, dans les électrolytes, hein, on appelle ça des électrolytes. Par exemple, dans de l'eau, si on met du sel dans l'eau, on va avoir des ions Na+, des ions Cl-, donc ils participent tous à transporter un courant électrique. Donc, on peut avoir des chlores Cl-, ou bien des atomes hydrogène chargés positifs, donc des ions positifs, des cations, ou bien des ions négatifs, des anions. Donc, ça peut aussi faire transporter. Donc, on appelle ça des porteurs, on les appelle des porteurs de charge. Par exemple, un atome, il a perdu un électron, donc il a un proton de plus, donc on dit que c'est un cation. Et lorsqu'il se déplace, ça fait une charge positive qui se déplace. Un atome, un anion, c'est-à-dire un atome chargé négatif, quand il se déplace, ça fait une charge négative qui se déplace. Un électron qui se déplace, ça fait une charge négative qui se déplace. Et nous allons voir que dans le semi-conducteur, il y a aussi ce qu'on appelle des trous. Alors les trous, c'est... on verra ça, on va expliquer ça quand on va parler de la jonction PN. Alors, les trous, ce sont on va dire, chaque fois qu'il y a un trou dans un matériau, il y a à côté une charge positive qui est égale à la charge de l'électron, mais positive. Normalement, c'est une charge sur un proton, mais elle est associée au trou parce qu'elle va avec le trou. Donc, les trous sont considérés comme des charges égales à plus Q, Q étant la charge élémentaire de l'électron. Et pour l'électron, c'est moins Q. Donc, Q, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, l'unité de la charge, c'est le coulomb. Donc, pour transporter ces charges électriques, on utilise des conducteurs, donc des métaux, des conducteurs comme le cuivre, comme l'aluminium, etc. Donc, ce sont des matériaux. Alors, pourquoi le cuivre, c'est un conducteur? Parce que le cuivre, si vous prenez un fil de cuivre, alors dans le cuivre, vous avez des atomes Cu, et ces atomes, ils ont un électron. Chaque atome peut libérer un ou deux électrons. Donc, l'atome reste chargé positif, mais il libère un électron. Donc, on va voir ce qui fait qu'on va avoir plusieurs électrons libres qui peuvent se déplacer. C'est comme si c'était un récipient rempli avec des particules. Donc, ils peuvent circuler dans un sens comme dans l'autre selon le sens du champ électrique. Donc, ici, un morceau de cuivre, c'est un réservoir rempli d'électrons libres. Alors, un électron libre, c'est-à-dire un électron qui a été facilement arraché à son atome. Chaque atome peut libérer un électron, dans certains cas deux électrons, mais pas plus. Il ne peut pas libérer autour d'un atome, il y a plusieurs électrons, donc il ne va pas les libérer tous. Il libère certains électrons qui se trouvent sur la couche de valence, ou bien sur la bande de valence. Donc, finalement, on se trouve avec un réservoir rempli avec des électrons. Donc, si on crée un champ électrique dans un sens, ces électrons vont circuler. Donc, si on crée une tension entre les deux bords du morceau de l'aluminium, donc ces électrons vont circuler et donc ça donne un courant électrique. Ensuite, les autres matières, on peut trouver des isolants. Alors, les isolants, ils n'ont pas d'électrons libres parce que les électrons sont fortement liés à leurs atomes. Donc, même si on applique un champ électrique, ces électrons ne peuvent pas se déplacer. Ils sont liés, il y a une énergie qui les lie à leurs atomes, donc on ne peut pas les arracher à leurs atomes. Donc, on ne peut pas faire passer des courants dans un isolant comme le plastique ou bien le verre, etc. Donc, il existe des matériaux intermédiaires entre conducteurs et isolants, ce sont les semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs sont les matériaux qu'on utilise le plus en électronique. Donc, pour faire des diodes, pour faire des transistors, c'est toujours des semi-conducteurs. Alors, semi, ça veut dire demi, c'est-à-dire conducteur, mais pas vraiment conducteur, ni vraiment isolant. Donc, il conduit, mais selon des conditions. Donc, on peut contrôler cette conductivité, c'est-à-dire on peut le rendre plus conducteur ou moins conducteur, ou conducteur dans un sens, ou non conducteur dans l'autre, etc. Donc, on appelle ça des semi-conducteurs. Alors, exemple de semi-conducteurs, le silicium, le germanium, et puis il y en a d'autres qui sont composés par plusieurs atomes, comme le GaAs, c'est-à-dire l'arsenure de gallium,
l'INP, c'est-à-dire le phosphure d'indium. Donc, il est composé par deux types d'atomes, indium et phosphore. Ici, deux types d'atomes, gallium et arsenic. Ici, un seul type d'atome, germanium, ou bien un seul type d'atome, le silicium, etc. Donc, les semi-conducteurs, il y en a plusieurs types. Bien sûr, le silicium, c'est le plus utilisé quand vous regardez autour de vous, tous les microprocesseurs, les mémoires, les bascules et les circuits logiques que vous utilisez. En général, ce sont des siliciums. Parfois, on peut trouver du germanium. Le GAS, les NP, c'est dans des applications très spécifiques. On les utilise parfois dans les hautes fréquences ou bien dans des conditions assez spécifiques. Donc, le plus utilisé, c'est le silicium. Et le silicium, il est obtenu à partir de la silice. C'est le SiO2 qu'on peut obtenir depuis, on peut l'extraire du sable. C'est-à-dire c'est un matériau qui est très, il existe, il est pas rare, hein, donc il existe un peu partout. Donc, voilà, donc le courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Si j'ai des charges fixes, s'il n'y a pas de courant, si je les fais déplacer, ça donne un courant électrique. Alors, quand on parle du courant électrique, toujours, on parle du sens du courant. Alors, lorsque j'ai un fil électrique, s'il est parcouru par courant, il est soit dans ce sens, soit dans l'autre. Alors, comment on définit le sens du courant? Alors, par convention, c'est-à-dire conventionnellement, ou bien on s'est mis d'accord pour que le sens du courant est considéré positif dans le sens de déplacement de charges positives. C'est-à-dire, si j'ai des charges positives qui se déplacent de la gauche vers la droite, donc je peux dire que mon courant est positif de la gauche vers la droite. D'accord? Alors, dans la réalité, si vous prenez un câble électrique à la maison, n'importe quel câble, le courant électrique, en réalité, c'est des électrons. Et donc, c'est des électrons qui se déplacent dans l'autre sens, puisque les électrons, ce sont des charges négatives. Alors ça vient du les premières découvertes de l'électricité. Alors les gens ne savaient pas qu'il y avait des charges négatives, des charges positives, donc ils avaient considéré que c'était des déplacements de charges positives, alors que donc ils ont choisi le sens de courant dans le sens des charges positives, alors que dans la réalité, les courants électriques rencontrés dans la nature, c'est des électrons. Donc, un courant qui circule positivement dans un sens de A vers B, dans la réalité, ce sont des électrons qui vont de B vers A. Donc ça, c'est un courant supérieur à zéro. Alors, dans un circuit, souvent, on a besoin de schématiser. Alors, quand vous représentez un circuit électrique, que ce soit dans un projet ou dans un examen, si vous parlez de courant, il faut toujours les schématiser. Si vous parlez de I, mais il faut montrer dans quelle branche se trouve I. Par exemple, ici, dans la résistance R, et dans quel sens? Si j'appelle ça R2, si je prends I2 dans ce sens, il faut le mettre. Parce que si vous parlez I1, I2 et 3 sont les schématisés, sont les représentés sur le schéma, ça n'a pas de sens. Les gens qui lisent votre réponse ou bien votre devoir, ils ne savent pas de quoi vous parlez, donc ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, ici, j'ai un générateur avec la borne positive en haut, la borne négative en bas, ça veut dire que j'ai un courant qui circule dans ce sens. Dans certains cas, par exemple, si je prends un cas comme celui-là, j'ai un courant qui circule dans ce sens, il va descendre. Si je fais ça, alors je peux dire un courant va descendre ici, pour descendre, mais si je mets une résistance ici, je ne peux pas savoir dans cette résistance R dans quel sens il va le courant, dans ce sens ou dans l'autre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a le droit de choisir un sens arbitraire. Par exemple, moi, je peux choisir de gauche vers la droite. Je vais l'appeler I. Et après les calculs, I, il peut être soit positif, si j'ai fait le bon choix, soit il va être négatif. Donc, si le vrai courant circule dans l'autre sens, et moi je l'ai choisi dans ce sens, je vais trouver donc une valeur négative. D'accord? Donc, un exercice comme ça, quand on le donne à une classe dans un examen, la moitié des étudiants vont choisir le sens dans le courant, l'autre va le choisir dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que la moitié, si par exemple le courant est de 5 mA, donc la moitié va trouver plus 5 mA et l'autre moitié va trouver moins 5 mA. Les deux sont corrects. Donc, s'il est positif dans ce sens et vous avez choisi le courant dans ce sens, vous allez le trouver positif. Donc, le choix du courant, il peut être arbitraire. La même chose dans un nœud. Alors, le nœud, c'est lorsqu'il y a plusieurs fils qui se rencontrent. Alors, j'ai des courants. Par exemple, ici, j'ai un courant I1, j'ai un courant I2 qui arrive, et puis il y a d'autres courants qui partent. Par exemple, I3, I4, et peut avoir I5. Donc,
Ici, on a des courants qui arrivent, d'autres qui partent. Alors, souvent, on préfère mettre tous les courants dans le sens entrant. Pourquoi? Parce qu'on va dire que la somme des courants égale 0, c'est la loi des nœuds. Donc, dans ce cas-là, tous les courants sont pris dans le sens entrant et donc leur somme est égale à 0. Ça veut dire que si la somme de si I1 plus I2 plus I3 plus I4 est 0, ça veut dire forcément j'ai certains courants sont positifs et d'autres sont négatifs, sinon ça ne peut pas être égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on peut choisir arbitrairement le sens qui nous convient, qui nous facilite le travail ou qui nous facilite le calcul. Et après, on a le droit de le trouver négatif. Donc, pour éviter des problèmes de sens, parce que souvent des étudiants, ils ont des confusions sur le courant. Est-ce que je vais prendre dans ce sens ou dans l'autre? Si vous avez des doutes, vous choisissez n'importe quel sens que vous voulez, sachant qu'il peut être négatif, votre courant. Voilà, donc, le sens conventionnel du courant électrique est le sens du mouvement des porteurs de charge positive. Donc, le courant, il est dans le sens de déplacement des charges positives. Donc, c'est le sens contraire des électrons, qui sont des charges négatives. Le sens conventionnel du courant est donc le sens inverse du mouvement des électrons. Alors, passons à la page suivante. Voilà, donc ici, vous avez un schéma qui représente un sens conventionnel. Alors, une pile électrique, une batterie, une alimentation ou la sortie, par exemple, de votre chargeur de téléphone, etc., c'est toujours deux bornes. Une borne qui est positive et une borne négative. Ça veut dire que ici, j'ai un potentiel plus élevé que ça. Hein, ça peut être 5 volts ici, 0 volts ici. Ça peut être 0 volts ici, moins 5 volts ici. Donc, dans tous les cas, vous avez une différence de potentiel. Et le courant électrique, il se déplace toujours des potentiels le plus élevés vers le potentiel le moins élevé, c'est-à-dire il descend. C'est un peu comme dans le cas de l'eau. Alors, si je prends de l'eau à une hauteur de 12 mètres et un autre réservoir à 1 mètre, si je mets un tuyau entre les deux, eh bien, le courant de l'eau va circuler, va descendre de haut vers le bas. Il ne va jamais monter. Pour qu'il monte, il faut lui donner de l'énergie, il faut le transporter, il faut une pompe, il faut quelqu'un qui le transporte pour le lâcher et il va redescendre. C'est le cas ici. Vous avez des charges électriques, alors la pile se comporte comme une pompe qui pompe les charges vers le haut et puis là, ils sont à un potentiel élevé, donc ils vont descendre tout seuls à travers une résistance, une ampoule, un moteur, etc. Et ça lui donne de l'énergie pour s'allumer ou pour tourner s'il s'agit d'un moteur. Donc, à l'intérieur du conducteur, le fil électrique, vous avez les électrons. Ce sont des électrons qui se déplacent dans un sens et donc le sens conventionnel du courant, il est dans l'autre sens. Alors, c'est quoi la définition du courant? C'est le déplacement donc, de charge électrique. Alors, on le définit comme étant, par exemple, si on prend une section S de ce fil électrique, et si on prend un compteur qui compte le nombre d'électrons qui passent pendant un intervalle de temps, alors si par exemple je compte une quantité D de Q de charge, je compte le nombre de charges, donc le nombre d'électrons ou le nombre de charges, pendant un intervalle D de T, c'est ça le courant, c'est la quantité de charge qui a traversé cette section pendant une durée D de T. D'accord? Donc c'est en coulombs, l'unité c'est en coulombs par seconde. Et c'est ce qu'on appelle l'ampère. Donc, l'unité du courant, c'est l'ampère. Et c'est la même chose, on peut l'appeler aussi coulomb divisé par seconde. Donc, c'est la charge qui a traversé la section pendant l'intervalle. Donc, on compte la quantité. Alors, la quantité de charge, c'est le nombre d'électrons multiplié par la charge de l'électron. D'accord? Donc, par définition, l'intensité du courant électrique, alors tout à l'heure j'ai défini ce que c'est que le courant électrique, c'est le déplacement des charges, maintenant c'est l'intensité, c'est-à-dire pour quantifier, pour mesurer ce courant, son intensité, sa force. Donc l'intensité du courant est I, électrique I, est la quantité d'électricité transportée par unité de temps. Donc c'est D de Q sur D de T et c'est exprimé en ampères. D de Q est la quantité d'électricité qui traverse la section S du conducteur pendant la durée D de T. Alors, on parle de qu'est-ce qui tue, c'est le courant ou la tension. On verra, on parlera d'abord de la tension. Alors, donc, puisque j'ai dit que dans un fil électrique, le courant, donc, c'est la quantité d'électrons ou bien de charge qui circulent. Alors, si on prend un petit exemple,
Supposons qu'on a un fil conducteur dans lequel on compte pendant une seconde, à travers une section, pendant une seconde, on a compté 100 milliards d'électrons. Quel est le courant? Quelle est l'intensité de ce courant qui correspond à 100 milliards d'électrons qui ont traversé la section pendant une seconde? Donc, nous avons dit que I, c'était la quantité de charge divisée par le temps. Alors ici, la durée du temps, c'est une seconde, donc ça reste, c'est la quantité de charge. Quelle est la quantité de charge qui a traversé pendant une seconde? Eh bien, c'est donc la quantité de charge D de Q, on va appeler Q si vous voulez, c'est donc 100 milliards, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance, alors 1 milliard, c'est 10 puissance 9, multiplié par la charge, parce que chaque électron a une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, il faut multiplier 100 milliards par 1,6 fois 10 puissance moins 9. Donc, c'est ça la quantité de charge divisé par 1. Donc, c'est ça le courant. Donc, I sera égal. Alors, 100 fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 11. Donc, c'est 1,6 fois 10 puissance. Alors, 11 moins 19, ça fait 10 puissance moins 8. Donc, vous voyez, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 8 ampères. D'accord? Donc, ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 5 milliampères ou bien 1,6 fois 10 puissance moins 2 microampères. Donc, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 2 en microampères. Donc, c'est vraiment un courant très, très faible. Donc, 100 milliards d'électrons, c'est rien. C'est des 0,01 microampères. Donc, voilà un peu pour avoir la signification du courant électrique. Donc, dans un schéma, il faut toujours schématiser le courant, il faut toujours mettre la flèche du courant. Si vous appelez le courant I qui passe dans la lampe, il faut mettre la flèche pour indiquer dans quel sens vous avez choisi votre I. D'accord? Donc, ici, on a un potentiel positif vers le haut. Toujours, on met le potentiel le plus grand vers le haut et le plus bas vers en bas. Hein. Comme ça, les courants, ils descendent. On va pas... Bon, ici, le courant, il va monter, mais ici, il y a un moteur qui les fait monter. Donc, il y a une énergie apportée par la pile. Donc, il y a des réactions chimiques dans la batterie ou bien si c'est un chargeur aussi. Donc, on lui donne de l'énergie pour les faire monter, mais ici, ils descendent donc du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus bas. Alors, le courant est positif quand on oriente la flèche du courant dans le sens conventionnel. Donc, ici, j'ai les électrons qui vont dans ce sens, donc les électrons qui sont des charges négatives. Donc, c'est équivalent à des charges positives que, même si dans la réalité, ils n'existent pas, c'est des électrons, mais un électron qui passe dans ce sens, c'est équivalent à une charge positive qui va dans ce sens. Ça fait le même courant. Donc, ici, j'ai un courant positif dans ce sens. Le sens du courant change quand on inverse l'orientation. Donc ici, si on prend I dans un schéma, donc j'ai le droit de prendre I dans ce sens. Donc si par exemple le courant ici c'est 1 ampère, alors celui-là il va être moins 1 ampère. D'accord? C'est le même. Donc ici j'ai I dans ce sens, donc c'est 1 ampère. Donc si quelqu'un le choisit dans l'autre sens, il a le droit de choisir, mais il va être négatif. Ça veut dire moins 1 ampère. Donc comment on mesure un courant? Alors, pour mesurer les courants, donc on a besoin d'un ampèremètre, un appareil qui mesure les ampères, donc un appareil qui mesure les courants. Alors, en général, souvent, on utilise des multimètres. Alors, un multimètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure des volts, donc qui mesure la tension, c'est un voltmètre. Un appareil qui mesure des ampères, donc c'est un ampèremètre. Et un appareil qui mesure des résistances, donc en ohms. D'accord? Il peut mesurer d'autres choses. Il peut mesurer, par exemple, les caractéristiques d'une diode, il peut mesurer, on peut mesurer d'autres choses avec. Mais les trois fonctions principales, c'est ça, voltmètre, ampèremètre et ohmmètre. Alors, pour mesurer un courant électrique, si j'ai un ampèremètre, si je veux mesurer un courant, il faut que ce courant traverse cet ampèremètre, il faut qu'il passe par l'ampèremètre. Donc, je dois brancher l'ampèremètre en série. D'accord? Donc, un ampèremètre, ça se branche en série toujours. Je ne peux pas le brancher en parallèle. Alors, si je branche un ampèremètre, alors un ampèremètre, c'est un appareil. Alors, un appareil, ça veut dire il peut avoir une résistance. Si je mesure sa résistance, je vais trouver qu'une résistance. Donc, si je le mets ici, c'est comme si j'ai ajouté une résistance ici.
Alors, si j'ajoute une résistance, le courant que j'avais ici va être diminué parce que j'ai augmenté une résistance. La résistance, c'est quelque chose qui résiste au courant. Elle diminue le courant. Donc, à ampèremètre, on le branche en série, mais pour que la mesure soit bonne, il faut que la résistance interne de cet ampèremètre soit la plus petite possible. D'accord? Il faut que qu'elle soit très faible. Donc, en général, les ampèremètres, ils ont des résistances très faibles. Dans le cas idéal, c'est R égale 0, mais le cas idéal, ça n'existe pas. Donc, quand vous mettez un ampèremètre, souvent, on peut avoir des erreurs. Bon, ça peut être négligeable, mais ça peut ne pas être négligeable. Ça dépend des résistances qu'il y a dans. Alors, si je suppose que mon ampèremètre a une résistance de 10 ohms, si la lampe a une résistance de 10 ohms aussi, donc quand j'ajoute l'ampèremètre, ça fait que j'ai une résistance de 20 ohms. Alors, le courant qui circule dans 20 ohms, c'est pas le même que celui qui circule dans 10 ohms, donc c'est pas la même chose. Par contre, si j'ai ici 1 kilo ohm, alors 10 ohms avec 1 kilo, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas beaucoup, ça change 1% peut-être. Donc, ce n'est pas très méchant. Donc, un ampèremètre, n'oubliez jamais, ça se branche en série et donc un ampèremètre, il doit avoir une résistance négative. Alors, quand vous utilisez des ampèremètres au laboratoire, alors parfois vous avez des ampèremètres analogiques avec une aiguille, hein, avec une aiguille et des gradations, d'accord. Et puis vous avez des calibres, d'accord. Alors souvent, bon, en général, on prend le calibre le plus grand, comme ça, pour ne pas le griller, mais souvent, parfois, il faut faire le bon choix des calibres pour avoir, parce que quand je passe d'un calibre à l'autre, la résistance change, elle n'est pas la même. Donc, selon si je mesure de faible courant ou de courant un peu plus fort, je dois choisir un calibre qui me donne un résultat le plus correctement possible. D'accord? Donc, parfois, vous mesurez avec un mauvais calibrage, vous avez une erreur un peu plus importante. Parce que quand vous changez de calibre, c'est-à-dire vous changez de circuit, hein, c'est un switch à l'intérieur, donc il était branché sur une résistance, il devient branché sur une autre résistance ou sur un autre point de résistance. Donc, ça fait que ce n'est pas la même résistance interne. Donc, un ampèremètre, ça se branche en série et il permet donc de mesurer le courant. Ensuite, la page suivante. Donc, puisque c'est une résistance faible, presque zéro, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de brancher un ampèremètre en parallèle. Il ne faut jamais brancher un ampèremètre en parallèle. Si vous mettez un ampèremètre ici, c'est comme si vous mettez un fil ici. Hein? C'est-à-dire que vous court-circuitez la lampe, elle n'existe plus. Tout le courant qui passe par là, il va revenir ici et donc on va avoir ce qu'on appelle un court-circuit. Hein, parce que l'ampèremètre, c'est un fil. Hein, sa résistance est faible, c'est presque un fil. Donc, si vous le branchez en parallèle, ça fait un court-circuit. À ne jamais faire cette erreur. L'ampèremètre se comporte comme un fil. Il ne faut pas le brancher en parallèle. Jamais. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Alors, donc maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un courant, donc on a dit le courant, c'est des charges qui se déplacent dans les fils conducteurs. Donc ça nous permet déjà de regarder la première loi de Kirchhoff. Alors, les lois de Kirchhoff, on a une loi qui est relative au nœud et l'autre qui est c'est-à-dire au courant, et la deuxième qui est la loi des mailles qui correspond aux tensions. Donc, on va voir ce que c'est qu'une tension avant de voir la deuxième loi de Kirchhoff. Donc, pour la première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. Donc, le nœud, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un point où se rencontrent au moins trois fils. D'accord? Donc, 3, 4 ou plus, c'est un nœud. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi des nœuds? Elle dit que la somme des intensités des courants entrants dans le nœud est égale à la somme des intensités des courants sortants. Alors, puisque le courant, c'est des charges qui arrivent, donc c'est normal que toutes les charges qui arrivent dans le nœud sortent. La même quantité qui arrive, c'est la même quantité qui sort du nœud. Donc, la quantité des courants qui rentrent est égale à la quantité des courants qui sortent. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, le nœud, il ne crée pas d'électrons, il ne consomme pas d'électrons. Tous les électrons qui arrivent vont repartir. Donc, on va dire que la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants.
Voilà, donc ici, j'ai le courant entrant sont I1, donc par la flèche ici, il entre. J'ai I2, c'est un courant entrant, donc I1 plus I2 est égal à la somme du courant sortant. I3, c'est un courant sortant. I4, c'est un courant sortant. Donc, la loi des nœuds me permet d'écrire que I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. C'est facile à retenir et c'est très pratique comme loi. Alors, un petit exemple. Donc, si I1 égale 3 ampères et I3 égale 5 ampères, alors forcément I2 va être négatif. D'accord. Donc, si je fais ici, tous les courants sont entrants. Donc, on va dire que la somme des courants entrants égale 0, puisque tous les courants entrants, donc la somme des courants égale 0. Donc I1 plus I2 plus I3 égale 0. Donc, I2 égale moins I1 plus I3, donc c'est moins 8 ampères. Puisque j'ai 8 ampères qui rentrent par I1 et I2, donc je vais avoir normalement plus 8 ampères dans ce sens. Alors, si je prends I2 dans ce sens, c'est moins 8. Donc, I2, c'est moins 8 ampères. On arrive à la tension électrique. Alors, la tension électrique, donc la tension, on crée une tension entre deux points, ça veut dire on crée une différence de potentiel électrique entre deux points. Alors, vous savez qu'une charge électrique, elle crée un champ électrique à un certain point et le champ électrique dérive d'un potentiel. Donc, je peux créer, si j'augmente le nombre de charges électriques, je peux augmenter le potentiel à un certain point. Donc, ce qui fait que quand j'ai deux points, par exemple A et B, s'ils se trouvent à deux potentiels différents, donc je vais avoir un courant qui va circuler, par exemple, si A est supérieur à B, comme A est supérieur à VB, donc je vais avoir un courant qui va descendre du point A vers le point B. Donc, entre A et B, il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'énergie. Les électrons, bien, on va parler des charges comme si c'était des charges positives. Alors, supposons que c'est des charges positives ici. Donc, la batterie, elle est capable de les créer ou bien de les remonter vers le haut, soit les remonter, soit elle est déjà chargée, donc on a déjà assez de charges positives. Donc, elle est lâchée ici. Ces charges se trouvent à une énergie supérieure, donc ils vont descendre vers l'énergie inférieure. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'eau, j'ai un réservoir en haut, un réservoir en bas. Alors, ici, je suis à une hauteur de, on va dire, 10 mètres, donc à une énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, elle est proportionnelle à la hauteur. Donc, à une énergie potentielle plus grande que l'énergie potentielle que j'ai ici. Donc, l'eau va circuler de haut vers le bas. Alors, pour la remonter, il faut donner de l'énergie. Donc, il faut une pompe. Il faut transporter. Il faut quelqu'un qui transporte l'eau d'en bas vers le haut. Donc, on donne de l'énergie à cette eau. Donc, cette eau se trouve ici avec une énergie supérieure. Donc, si on la lâche, elle peut donc fournir cette énergie et descendre. La même chose avec les charges électriques. Donc, il se trouve un potentiel plus grand. Les charges peuvent descendre vers le potentiel le plus bas. Donc, un courant électrique, alors si j'ai un point A et un point B, le courant circule toujours du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. On va dire que le courant descend comme l'eau. L'eau descend du haut en bas. La même chose pour le courant électrique, il descend du potentiel élevé vers le potentiel qui est plus bas. Donc, souvent dans les schémas électriques, on met les potentiels les plus grands vers le haut et la masse ou bien les potentiels négatifs vers le bas. Comme ça, on a souvent des courants qui descendent. Bien, ici, c'est normal, on va avoir un courant qui descend. C'est comme ici. Hein. Donc, si je mets une pompe, je vais faire monter de l'eau et après, il va redescendre pour faire un circuit fermé. Donc, sur le circuit, il existe entre les deux points A et B, ici entre A et B, nous avons une différence de potentiel, donc on a une tension. Donc, on va l'appeler la tension entre A et B, UAB, est égale à VA. Alors, la tension entre A et B, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Donc, c'est noté dans ce sens. Du bas vers le haut, on met la flèche du bas vers le haut, et c'est égal à le potentiel du haut moins le potentiel du bas. D'accord? Donc, le point A se trouve à un potentiel supérieur à celui du point B. Donc, VA moins VB, c'est égal à 6 volts, si le générateur ici donne 6 volts. La tension UAB est égale au potentiel VA moins le potentiel VB. Alors, des fois, dans certains schémas électriques, on peut avoir des générateurs, bien sûr, sinon on n'a pas de courant. S'il n'y a pas de générateur, on n'a pas d'électricité. Alors, des fois, on peut avoir plusieurs circuits. Alors, on vous donne, par exemple, un point, on l'appelle la masse.
Qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est la référence du potentiel. On va dire on suppose que c'est ça le 0 volt de notre circuit. Alors, s'il est relié à la Terre, il est effectivement à 0 volt. S'il n'est pas relié à la Terre, il n'est pas à 0 volt, mais c'est la référence. Donc, on peut l'appeler notre 0. D'accord? Alors, quand vous prenez une pile ou bien une batterie de 12 volts, ça veut dire que ce point-là se trouve à 12 volts au-dessus de celui-là. Donc, je peux mettre 12 ici, 0 ici, mais je peux mettre 0 ici et moins 2 ici, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais je sais que la différence est 12 volts, mais je n'ai pas de 0, je n'ai pas de masse. Mais ce qu'on fait, on peut prendre un point, on va l'appeler, c'est ça notre 0, c'est ça notre référence. D'accord? On va dire par exemple ici, je mets la masse ici, je vais dire ça, c'est le 0 volt. Donc, si E est égal, si le générateur ici a une force électromotrice de 6 volts, donc ça veut dire que ici, je vais avoir plus 6 volts. Alors, des fois, on vous dit calculer le potentiel VA. Quand on parle de potentiel en un point A, c'est-à-dire c'est la différence entre A et la masse. C'est la tension entre la masse et A. C'est ça, en fait, c'est ça, parce que ça, c'est la masse aussi. D'accord? Donc, quand je parle du potentiel en un point A, ça veut dire la différence par rapport à la masse, par rapport à la référence qui est le 0. Donc, la tension entre A et B, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Donc, la tension, elle est mesurée en volts. Donc, la tension entre A et B, c'est en volts. Le potentiel VA, donc c'est le potentiel électrique au point A. VB, c'est le potentiel électrique au point B, c'est-à-dire la différence entre A et la masse. Donc, le potentiel électrique il est défini à une constante près. Donc, souvent, on prend un point de référence, le 0 volt, c'est la masse. Donc, dans un circuit, par exemple, ici, je n'ai pas de masse. J'ai un voltmètre qui mesure 6 volts. Ça veut dire qu'entre ce point et ce point, j'ai une tension de 6 volts. Mais comme je n'ai pas de masse, hein, donc c'est flottant. Mais si je crée une masse ici, à ce moment-là, je vais dire oui, ici j'ai 0 volts, donc ici j'ai plus 6 volts. D'accord? Donc, pour mesurer les tensions, alors les tensions, ça se mesure en volts, donc on utilise un voltmètre. Pour mesurer une tension, on utilise un voltmètre. Alors le voltmètre, lui, il se branche en parallèle, d'accord? On le branche ici et ici pour mesurer la tension au bord de cette lampe, d'accord? Alors, ici, pareil, comme tout à l'heure, j'ai un courant I qui circule, qui va dans la lampe pour s'allumer. Si je branche quelque chose de parallèle, le courant risque de se diviser. Il va passer dans le voltmètre. Donc, il va fausser la mesure, puisque le courant qui passe ici va être changé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne change pas beaucoup? Il faut que la résistance du voltmètre soit très grande. Alors, une résistance très grande, une résistance infinie, c'est un circuit ouvert. D'accord? Donc, si la résistance est très grande, ça veut dire que le courant qui circule ici va être très faible. Comme ça, je peux dire que le courant qui passe par là est pratiquement égal à celui-là. Parce que si je prends un voltmètre avec une résistance faible, je vais tirer des courants par là et donc la tension ici que je mesure elle sera fausse. Donc un voltmètre, ça se branche en parallèle et le courant qui le traverse doit être nul, donc il faut que la résistance soit très grande. Dans le cas idéal, infini, et le cas idéal, ça n'existe pas. Donc, un voltmètre, c'est plus simple. Mesurer une tension, c'est plus simple puisqu'il suffit de prendre deux pointes et de les placer sur les deux points à mesurer. Alors, souvent, dans des cartes électroniques, vous avez dans plusieurs branches, on préfère mesurer des volts plutôt que des courants parce que pour mesurer un courant, il faut couper pour brancher un ampèremètre. D'accord? Il faut que le courant passe à travers donc c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que souvent les électroniciens, les électriciens, ils préfèrent mesurer des tensions plutôt que de mesurer des courants. Alors parfois, si on a des résistances, il suffit de mesurer la tension au bord de la résistance et de diviser par la résistance pour avoir le courant qui circule dans cette résistance. Alors un petit exemple. Donc ici, j'ai une tension. Alors le point A, il est là. C'est le point A, ça c'est le point B. Alors la tension UAB, donc c'est UAB c'est VA moins VB. Donc c'est la tension ici. Il monte de B vers A, donc c'est VA moins VB. Alors on vous donne UAB égale 7 volts. Enfin non, on donne bon, on a
tout donné ici. Donc, on a 5 volts ici, on a moins de 2. Alors, le point là, ce point-là, il est à 5 volts. Ce point-là, il est à moins de 2 volts. Donc, VA égale 5. VB, c'est moins 2. Donc, moins 2. Donc, ça fait que c'est la différence entre A et B, c'est 5 moins 2, donc c'est 7 volts. La différence entre la masse et A, alors j'ai 5 moins 0, donc ici j'ai 5 volts. La différence, cette tension ici, c'est VB moins VM, donc c'est moins 2 moins 0, donc c'est moins 2 volts. La tension ici, c'est la même chose, puisque le point ici, c'est le même que celui-là. Ici, j'ai un fil, donc c'est le même potentiel. Donc cette tension, c'est moins 2, moins 0, donc c'est moins 2 volts. D'accord? Donc, si on a compris ce que ça veut dire une différence de potentiel, une tension, et ce que c'est qu'un potentiel, maintenant on peut appliquer ça pour définir la loi des mailles. Donc, c'est la deuxième loi de Kirchhoff. Tout à l'heure, on avait la première loi, c'était la loi des nœuds, c'est la loi des courants. Maintenant, la loi des mailles, c'est-à-dire la loi des tensions. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi des mailles? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maille? Une maille, c'est une boucle fermée dans un circuit. C'est-à-dire, si je prends un point dans un circuit et que je traverse tout un circuit, tout un trajet, peu importe par où je passe, et je reviens au même point, ça s'appelle une maille, une boucle fermée. Ça, on va dire ça, la maille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la loi des mailles? Elle dit que lorsqu'on parcourt la maille, lorsque je marche de ce point-là, de D jusqu'à C, de C jusqu'à B, de B jusqu'à A et de A jusqu'à D. Alors, lorsque je parcours cette maille, chaque fois, je parcours une tension. Quand je passe de là à là, j'ai une tension. Parce que j'ai une différence potentielle entre C et D. Donc, je vais la mettre dans le même sens de mon parcours. Je fais le parcours dans ce sens. Donc, toutes les tensions, je les prends dans le même sens. La somme de ces tensions, c'est égal à 0. C'est ça la loi des mailles. C'est-à-dire la somme des tensions le long d'une maille, le long d'une boucle fermée ou d'une maille, c'est égal à 0. Alors pourquoi? Supposons que je suis dans un potentiel ici, VT. Quand je passe de D à C, alors soit je monte en potentiel, soit je descends. Ça dépend du sens du courant. D'accord? Si le courant va dans ce sens, ça veut dire que je descends. Si le courant va dans ce sens, ça veut dire que je monte. Alors, supposons que je monte. Ici, je monte, puis je redescends, je reviens au même point. Donc, la différence doit être égale à 0. C'est-à-dire, je monte autant de fois que je descends. D'accord? Si on raisonne avec les altitudes, donc j'ai dit que le point le plus haut, il a l'énergie potentielle plus grande, donc l'eau descend. Alors, supposons que je suis à 0 ici. Alors, si je pars de ce point-là, alors ça, c'est le même point qu'ici. Je vais monter, puis descendre, puis monter, puis descendre. Alors, de combien je suis monté ou de combien je suis descendu? Eh bien, de 0, puisque je suis revenu à la même hauteur, au même niveau. Donc, la somme des... Alors là, je suis monté, là, je suis descendu, là, je suis monté, je suis descendu, je suis monté, je suis descendu. Donc, j'ai pris les flèches toujours dans le sens du parcours. D'accord? Donc, la somme de ces flèches est égale à 0, ou bien la somme de ces tensions, c'est égal à 0. Donc, la loi des mailles, elle me dit que la somme des tensions en parcourant une maille, c'est égal à 0. Donc, ici, si je veux écrire la loi des mailles, je vais tout simplement écrire, alors, de là à là, c'est V4, il est là, plus V3, plus ça est égal à 0. Alors, plus V3, plus V2. Alors, ici, je descends, V1, c'est dans l'autre sens, donc moins V1, puisque cette tension ici, c'est moins V1. Parce que VAB, c'est égal à moins VBA. C'est tout à fait normal. Donc, je prends les flèches dans le même sens, toutes les flèches, je fais leur somme égale 0. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça égale 0. Ça, c'est V4, ça, c'est V3, ça, c'est V2 et ça, c'est V1. Est égal à 0. Je peux aller dans l'autre sens, c'est la même chose. Ça fait V1, moins V2, moins V3, moins V4, égale 0. Donc, ça, c'est la loi des mailles. Bon, cette équation et celle-ci, c'est la même chose. C'est égal à 0, donc on a le droit de multiplier par moins 1. Ensuite, si je regarde dans ce schéma, alors si j'applique la loi des mailles ici, alors ici, j'ai une seule maille. D'accord? Alors, j'ai un générateur qui fournit donc un courant dans ce sens I.
Donc, si je veux écrire la loi des mailles, je prends la maille dans ce sens qui est représenté ici. Ça veut dire que cette tension, plus cette tension, plus cette tension égale. Alors ici, il n'y a pas de tension, c'est un fil, donc c'est zéro. C'est le même fil. Un fil, c'est équipotentiel, donc c'est le même potentiel. Donc, si je veux écrire la loi des mailles, alors cette tension-là, c'est quoi? C'est U1. On va dire U1. Plus cette tension-là, alors, c'est moins U2. Donc, on va mettre moins plus moins U2, ça fait moins U2. Ensuite, moins U3 est égal à 0. C'est ça la loi des mailles. Ici, on peut associer la loi dans une résistance. Vous savez que la résistance, si j'applique une tension positive dans ce sens, je vais avoir un courant positif dans l'autre sens. C'est-à-dire j'ai un potentiel ici, B, ici A, avec VA supérieur à VB. Donc V, ça va être positif. Si VA est supérieur, donc V va être positif. Et donc le courant va descendre de A vers B. Donc le courant dans ce sens, il est positif. Donc j'ai une flèche de la tension dans ce sens, le courant dans l'autre sens. Et là, j'ai V égale RI, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, c'est une résistance, elle résiste au courant. Donc, j'ai par exemple V égale 12 volts. Si j'augmente R, I va diminuer. Plus j'ai de résistance, moins j'ai de courant. Si je veux diminuer un courant, je n'ai qu'à augmenter la résistance. Donc, la loi d'Ohm me dit que V égale RI, mais V dans ce sens, I dans l'autre sens. Si j'applique ça ici, alors j'ai U2 dans ce sens et I dans ce sens. Donc, U2 c'est égal à R1 fois I. Donc, on va dire U1 moins U2 qui est R1 fois I. Et puis I3, c'est la même chose. U3 qui monte, I qui descend. Donc, I3, c'est R2 fois I. Donc, moins I3, ça fait moins R2 fois I égale 0. Donc, voilà notre maille. C'est U1. Donc, on a U1 moins R1I moins R2I est égal à 0. Donc, déjà, ça me permet de calculer I. I, c'est égal donc à U1 sur la somme des résistances 1 plus R2. Voilà donc la deuxième loi de Kirchhoff, c'est-à-dire la loi des mailles. Alors, on peut avoir plusieurs mailles, bien sûr, dans un circuit. Donc, ici, j'ai deux mailles, donc ça me donne... Alors, si je regarde le circuit, les données des circuits sont la valeur du générateur et les valeurs des résistances. Après, il y aura des courants, I1 et I2, qui dépendent donc de ces résistances. Donc, ce sont des inconnus. Donc, ici, j'ai trois courants, donc trois inconnus. J'ai besoin de trois équations si je veux calculer tous les éléments de ce circuit. Donc, j'ai I1, I2 et 3 inconnus. Il me faut trois équations. Alors, pour avoir trois équations, une équation, je peux l'avoir à partir de cette maille. Donc, cette maille, c'est E moins U1 moins U2 moins U3 moins U5 égale 0. C'est ce qu'on a écrit ici. On peut avoir une deuxième maille ici. Donc, j'ai U3 moins U4 égale 0. Donc, j'ai la deuxième. Alors, la maille 1, ça me donne une équation 1. La maille 2 me donne une autre équation. Il me faut une troisième équation, c'est la loi des nœuds. Donc ici, j'ai I1 égale I3 plus I2. D'accord? C'est la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds me donne une troisième équation. Et donc, je peux calculer les trois courants. Si je connais les trois courants, je peux calculer les tensions I3, I4. Parce qu'il suffit de multiplier le courant par la résistance pour avoir la tension. Donc ici, dans cette maille, j'ai E moins U1 moins U2. Alors, dans la maille, je fais dans ce sens. Donc, cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension. Alors, remarquez que toutes ces tensions dans le même sens, parce que je marche dans le même sens. Je pars de ce point et je fais le parcours dans le même sens pour revenir au point de départ. Alors là, c'est E. C'est dans le même sens. Là, cette tension, c'est moins U1, parce que U1, c'est dans ce sens. Là, c'est moins U2, là, c'est moins U3, et là, c'est moins U5. Et après, U1, donc si je prends I1, le courant qui va dans ce sens, donc I1, c'est le courant qui va dans ce sens, donc I1, on peut dire que c'est égal à Z1 fois I1. Donc, je peux remplacer U1 par Z1 fois I1, U2 par Z2 fois I2, et ainsi de suite. Donc à retenir la loi des nœuds, la somme des courants
entrant dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent de ce nœud. La loi de la maille, la loi des mailles, qui dit que si on parcourt une maille, c'est-à-dire une boucle fermée, donc dans un seul sens, alors la somme des tensions qu'on rencontre est égale à 0. Et la troisième loi, c'est la loi d'Ohm. Donc, une résistance, elle est caractérisée par la relation V égale RI. Donc, dans une résistance, on a une relation entre la tension et le courant, c'est V égale RI, c'est la loi d'Ohm. Alors ici, un autre exemple avec plusieurs mailles. Je ne sais pas si c'est très visible. Bon, il y a des valeurs, il y a des. Alors, on donne U égale 30 volts. Alors, c'est ça, U égale 30 volts. Donc, c'est la tension du générateur ici. U2 égale 3 volts. Donc, on a certaines tensions qui sont données et d'autres non. Donc, on demande de calculer, par exemple, U1, U3. Alors, U1, c'est ça. Alors, si je veux calculer U1, alors si je prends cette maille ici, j'ai U3 qui est aussi inconnu. Donc, de préférence, je peux prendre la maille qui est ici, puisque j'ai la tension ici, elle est connue, la tension ici est connue, la tension. Donc, à partir de cette maille, on peut calculer U1. Donc, on va dire que U1, donc je vais prendre, on va calculer, donc, alors U1, c'est ça. D'accord? Donc, je vais prendre la maille, par exemple, peu importe, on va la prendre dans ce sens. Donc, de là à là, j'arrive ici, et puis je reviens là. Donc, de là à là, c'est une tension U9. Donc, je vais écrire U9. De là à là, c'est la tension U7, je pense. Je ne vois pas très bien, mais je pense que c'est U7 plus U7. De là à là, c'est U1, c'est ce que je cherche. Et de là à là, c'est moins 30. C'est moins U. Donc, moins U est égal à 0. Donc, U1 est égal à U moins U9 moins U7. Donc, U1 sera égal, alors U c'est 30, U9 c'est 7, donc moins 7, et U7 c'est 13, donc moins 13. Donc, ça fait 30 moins 20, ça fait 10. Donc, U1 c'est 10 volts. Donc, ici, on a 10 volts. Voilà. Donc, maintenant que je connais celle-ci, je peux calculer celle-ci. Si je connais celle-ci, je peux calculer celle-ci, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà un peu l'application de la loi des mailles. Donc là, on retrouve la loi d'Ohm. On a déjà utilisé la loi d'Ohm. Alors, lorsqu'on applique une tension U aux bornes d'une résistance R, celle-ci est parcourue par un courant I tel que U égale R. C'est la loi d'Ohm. Alors, quand on a un dipôle, c'est-à-dire un dipôle, c'est un composant avec deux bornes. Souvent, on regarde sa caractéristique I de V. On l'appelle la caractéristique IV pour vous comprendre son corps. Alors, pour une résistance, la caractéristique I de V, c'est ça. C'est-à-dire, j'applique une tension, plus la tension augmente, plus le courant augmente proportionnellement avec une pente de 1 sur R. La pente, c'est 1 sur R si je prends I en fonction de V. Si je prends V en fonction de E, la pente, c'est R. Donc, ou bien I égale 1 sur R fois V. Donc, la pente, c'est 1 sur R. Donc, cette caractéristique me permet de comprendre le comportement de la résistance. Donc, la résistance, comme son nom l'indique, elle a pour devoir de limiter le courant. Elle résiste au courant, donc souvent on l'utilise pour limiter les courants. Alors un exemple très simple que vous avez certainement déjà utilisé, si vous prenez une LED, alors une LED c'est une diode qui s'allume, sauf que c'est une lampe qui s'allume, sauf qu'il s'allume que dans un seul sens. C'est-à-dire si le courant arrive par ce sens, il s'allume. Si on envoie un courant dans ce sens, il ne passe pas et donc il reste éteinte. Alors, si je veux allumer une LED, souvent on utilise des petites piles ou des générateurs de 5 volts. Souvent. Pourquoi 5 volts? Parce que dans les circuits numériques, on a toujours des 5 volts. Quand on parle de l'état haut, c'est 5 volts, l'état bas, c'est 0 volts. Donc, par exemple, si vous prenez un microcontrôleur, un microprocesseur, un circuit logique, une porte A, une porte O, souvent les sorties, c'est soit 1, soit 0, soit l'état haut, soit l'état bas. Alors, 1, ça veut dire 5 volts, 0, ça veut dire 0 volts. Donc, souvent, on a des tensions de 5 volts. Alors, si je veux allumer la LED, si j'applique 5 volts comme ça directement, alors les LED, quand ils sont allumés, ça dépend de la couleur. Donc, ils ont une tension à leur borne environ 2 volts. Ça dépend de la couleur. 2 volts, 2,2, 1,8. On va prendre en moyenne 2 volts. Donc,
Si j'applique ça, j'ai un courant assez fort qui peut donc faire griller cette résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On limite ce courant, donc on lui met une résistance. Donc, je mets une petite résistance ici. Par exemple, si j'ai 5 volts ici, alors je peux choisir une résistance pour diminuer le courant. Et donc, quel est le courant qui peut circuler dans la LED pour l'allumer, suffisant pour l'allumer, mais pas assez grand pour la griller. Donc, en général, les LED, ils ont besoin d'un courant à peu près 20 milliampères, 15 milliampères. On va prendre 20 milliampères. Donc, ici, j'ai besoin d'un courant de 20 milliampères pour allumer la LED. Donc, quelle est la résistance qu'il faut choisir? Donc, on va dire, j'ai 5 volts. Si j'applique la loi d'Emaille, on va dire que 5, c'était, alors, cette tension est égale à celle-ci plus celle-ci. Donc, c'est égal à la tension au bord de la LED plus la tension au bord de la résistance. Donc, quand elle est allumée, je sais que VD, c'est 2 volts. Donc, 5 égale 2 plus VR. Donc, la tension au bord de la résistance doit être, c'est 5 moins 2 égale 3 volts. Donc, ici, j'ai 2 volts. Ici, j'ai 3 volts. Alors, donc, la loi d'Ohm me permet de dire que la tension au bord de la résistance, c'est R fois I. Donc, j'ai 3 volts est égal à la résistance fois I, qui est, je veux un courant de 20 milliampères. Donc, si je garde I en milliampères et R en kilo-ohm, ça me donne une volt. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de multiplier par 10 puissance 3 et par 10 puissance 3, ça fait 1. Donc, je peux les garder. Milliampères et kilo-ohm, ça donne volt. Donc, si je garde le courant en milliampères, je vais avoir R en kilo-ohm qui sera égal à 3 sur 20. Donc, 3 sur 20, si on divise 3 sur 20, ça donne un peu 0, quelque chose. Donc c'est en kilo-ohm. Hein. En général, si je prends, souvent on prend 15, prenons 15 milliampères, c'est mieux, c'est plus simple à calculer. Souvent 15, c'est 15, c'est suffisant. Donc si je prends 15, ça va me faire 3 sur 15. Alors 3 sur 15, ça fait 1 cinquième. 1 sur 5, ça fait à peu près 0,2 kilo-ohm. Donc, la résistance pour limiter le courant ici, j'ai besoin de 200 ohms. C'est pour ça que si vous regardez les LED dans les appareils que vous avez devant vous, souvent vous allez trouver des résistances de 220 ohms en série avec les LED. Donc souvent on met des résistances de 220 pour que le courant soit limité et pour avoir juste le courant nécessaire pour allumer, mais pas trop. Parce que si on ne met pas de résistance, vous pouvez faire l'expérience si vous voulez, si vous prenez une alimentation de 5 volts, vous mettez une LED toute seule, il va griller. Ça dépend de la couleur et ça dépend du temps. Ça peut griller rapidement, ça peut chauffer pendant un certain temps, puis il se grille. Donc, pour conserver cette LED, il faut mettre une résistance pour limiter le courant. Donc, on met 220 ohms. Voilà d'où viennent les 220 ohms. Donc, le rôle d'une résistance, c'est de limiter le courant. Donc, la loi d'Ohm, V ou bien U égale RI. Donc, U en volts, R en ohms et I en ampères. Ou bien, moi j'ai l'habitude de prendre R en kilo-ohm et I en milliampères. Ça donne la même chose. Parce que kilo, c'est 10 fois 10 puissance 3, milli, 6 fois 10 puissance 3, ça donne 1. Donc, avec I, c'est le courant qui circulant du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. Voilà. Alors, ici, j'ai par exemple le point A, le point B. Donc, si VA est supérieur à VB, donc ça veut dire que I est positif, et I positif. Donc, j'ai U égale RI. Si maintenant, on prend, si je prends I dans l'autre sens, ça veut dire, oui, donc, supposons que VA est supérieur à VB, donc I positif, mais I, il monte hein, du potentiel le plus petit vers, donc ça veut dire que I est inférieur à 0. Donc, à ce moment-là, il faut écrire, si j'ai les deux flèches dans le même sens, il faut écrire U égale moins RI. Parce qu'en fait, le courant que j'ai pris, il est dans le mauvais sens. Donc, c'est plutôt moins I. D'accord? Donc, c'est très simple. Quand vous avez la flèche de la tension dans ce sens, la tension appelée U, le courant dans l'autre sens appelé I, donc I est égal à RI. Si vous rencontrez un exemple dans lequel I il est déjà dans ce sens et que vous avez une tension dans ce sens, dans ce cas,
le même sens, vous écrivez I égale moins RI. D'accord? Parce que ici, I, il est négatif. Alors, voyons, donc, nous avons vu la loi des nœuds, la loi des mailles, la loi d'Ohm. En parlant de la résistance, donc dans la loi d'Ohm, on a dit la résistance sert à résister au courant. Alors, la résistance, chaque matière, hein, alors n'importe quel matériau, il a une comment dire, une susceptibilité de conduire ou de ne pas conduire. Alors, il peut être un très bon conducteur, un mauvais conducteur, un conducteur moyen. Alors, il a une certaine conductivité. Il a une propriété électrique appelée la conductivité. C'est-à-dire, est-ce qu'il conduit bien ou bien il conduit mal? Donc, la conductivité est plus grande ou plus petite. Ou bien la résistivité. C'est l'inverse de la conductivité. Donc, on parle de la résistivité d'un matériau. Alors, c'est connu. Par exemple, si vous regardez dans les livres de physique, vous pouvez aller chercher la résistivité du cuivre. Donc, vous aurez la résistivité rho du cuivre, c'est égal à une valeur, c'est toujours la même. Si vous cherchez la résistivité de l'aluminium, donc c'est une valeur, c'est une caractéristique de la matière, du matériau. Donc, si je prends un matériau quelconque, je le coupe en un petit morceau, comme ça. Alors, si le matériau est conducteur, donc je peux faire passer un courant à travers ce matériau. Donc, ce matériau, il a une longueur, il a une section, une surface, et ça dépend, est-ce qu'il est en cuivre ou en aluminium ou en or, ou etc. Donc, il a une résistivité. C'est une constante. Une constante qui caractérise le matériau. Donc, ce morceau, il va avoir une résistance qui est... Alors, cette résistance, il est bien sûr proportionnel à la résistivité. C'est-à-dire, si la résistivité des matériaux est grande, la résistance sera grande. Le plastique a une résistivité très grande, donc la résistance est très grande. Le cuivre a une résistivité faible, donc la résistance va être faible. Donc, c'est proportionnel à la résistivité. Ensuite, la résistance, plus ce morceau est long, plus la résistivité est grande. Donc, c'est-à-dire que la résistivité, ça veut dire que lorsque les électrons traversent cette matière, en traversant, ils trouvent des obstacles. Si c'est une grande résistivité, il a beaucoup de difficultés à circuler. Si c'est une résistivité faible, donc il se déplace facilement. Alors, donc, pendant ce parcours, il y a beaucoup d'obstacles. Si le parcours est encore plus long, donc la résistance sera encore plus grande. Donc, plus le matériau est grand, plus la résistance sera grande, donc c'est proportionnel à la longueur. Et puis nous avons la surface. Alors si j'augmente la surface, ça veut dire, c'est comme si j'augmente c'est comme si j'élargis la route. Hein, dans une autoroute, vous avez 4 voies ou 5 voies, donc ça facilite la circulation. Donc c'est le contraire de la résistance. Donc c'est inversement proportionnel à la surface. Donc la formule R est égale la résistivité multipliée par la longueur divisée par la section, d'accord, par la surface. Donc ça, c'est la résistance obtenue à partir d'un morceau d'un matériau quelconque, le cuivre ou l'aluminium, etc. Donc la longueur en mètres, section en mètres carrés, la résistivité électrique du conducteur, elle est en ohm fois... alors, c'est en ohm fois mètre, d'accord. Et puis R, la résistance, c'est donc en ohm. Et puis, donc, cette résistivité, elle peut changer avec la température. Donc, la résistivité dépend de la nature du conducteur, mais aussi de la température. Donc, alors, c'est pour ça que certains conducteurs fonctionnent différemment selon la température à laquelle on se trouve. Si on est à 20 degrés, ce n'est pas la même chose que si on est à 50 degrés. Donc, on peut recalculer cette résistivité. Si on connaît la résistivité à une température T0, par exemple une température de standard, n'importe T0, une valeur connue. Donc, pour n'importe quelle autre température, il suffit de multiplier rho T0 par 1 plus alpha, facteur de T moins T0 avec alpha, ce qu'on appelle un coefficient de température. Il est donné pour chaque type de matériau. Pour le cuivre, par exemple, c'est 4 fois 10 puissance moins 3. Pour l'aluminium, pour l'aluminium, c'est la même chose. Donc, la résistivité à 20 degrés, elle est connue, c'est ça. Donc, si je connais la résistivité à 20 degrés, je peux calculer la résistivité à T quelconque. Il suffit de prendre R à 20 degrés,
facteur de 1 plus alpha, facteur de T quelconque, moins 20 degrés ici. D'accord? Et puis, la conductivité, c'est-à-dire c'est la caractéristique de conduire, donc c'est l'inverse de la résistivité. Donc, la conductivité électrique, c'est ohm moins 1, mètre moins 1, donc c'est l'inverse de la résistivité. Donc, les matériaux sont caractérisés électriquement par certaines propriétés. Parmi ces propriétés, la résistivité ou bien la conductivité. Bon, un exemple, la résistance d'un câble de cuivre de 2 mètres, si on prend un câble de cuivre de 2 mètres, de section 1 mm² à 20 degrés puis à 60 degrés, donc la résistance. Hein. Donc le câble, souvent on considère que sa résistance égale 0, mais comme j'ai dit que R elle est proportionnelle à la résistivité et aussi à la longueur. Donc si plus c'est long, plus on a une résistance. Alors 1 mètre ou bien 2 mètres, ça me donne déjà une résistance de 34 milliohms, c'est rien. Donc 2 mètres de cuivre de 1 mm² de section, c'est 34 milliohms à 20 degrés. Si on passe à 60 degrés, bon, 39, ici, ça ne change pas beaucoup. Mais ça dépend du coefficient de température. Donc, pour certains matériaux, peut-être ce n'est pas le cas. Donc, généralement, on peut négliger la chute de tension dans un câble. Donc, un câble, il a une résistance. Donc, 1 mètre, c'est une résistance. 2 mètres, c'est 2 fois R, et ainsi de suite. Donc, si je fais un courant de A à B, normalement, il a traversé une certaine résistance. Mais en général, cette résistance, vous voyez, c'est milliohms. Donc, la chute de tension ici, la différence entre VA et VB, c'est la résistance fois le courant. Mais comme c'est des résistances très, très faibles, on peut négliger la chute de tension dans un câble. C'est pour ça qu'un câble il est considéré comme équipotentiel. C'est le même potentiel tant qu'on est dans le même câble. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Les dipôles, donc, comme leur nom l'indique, di, ça veut dire deux, et les pôles, c'est les pôles, les deux bornes, le pôle positif et le pôle négatif. Donc, ce sont les bornes du dipôle. Donc, c'est un composant qui a deux bornes. D'accord? Deux pôles. Une résistance, c'est un dipôle. Une diode, c'est un dipôle. Un générateur, c'est un dipôle. Un générateur de tension, c'est un dipôle. Un générateur de courant, c'est un dipôle. Donc, il a deux pôles. En revanche, il existe des composants qui sont des tripôles, comme le transistor. Alors, il a trois pôles, 1, 2, 3, donc on parle de tripôle. Un amplificateur, c'est un quadripôle, puisqu'il a 1, 2, 3, 4 bornes. Donc, on parle de quadripôle. Donc, les dipôles, en général, on utilise beaucoup de dipôles, les condensateurs, les bobines, les diodes, les résistances, etc. Donc, on a besoin de connaître leurs caractéristiques. Donc, une résistance, une lampe aussi, c'est un dipôle. Un générateur, c'est un dipôle. Donc, un dipôle, on peut avoir plusieurs types. Alors, des dipôles passifs, c'est-à-dire des dipôles, une résistance passif, ça consomme de l'énergie, ça ne produit pas de l'énergie. Un générateur, c'est un dipôle actif parce que lui, il fournit de l'énergie, il fournit un courant. Un dipôle linéaire, alors un dipôle linéaire, par exemple, la résistance, GI, en fonction de V, il varie linéairement avec V. Donc, je peux parler d'un dipôle linéaire. Un dipôle non linéaire, comme la diode, si je regarde I de V, alors il n'y a pas de courant qui circule, puis hop, à partir d'un moment, j'ai un courant. Donc, il y a deux états. Il y a un état bloqué et un état passant, donc ça bascule entre deux états, donc ce n'est pas linéaire, ça ne varie pas linéairement. Donc, c'est un dipôle non linéaire. Un dipôle symétrique, alors symétrique, ça veut dire, par exemple, une résistance est symétrique, c'est-à-dire je vais dans ce sens, je peux l'inverser dans l'autre sens, ça ne changera rien. Alors qu'une diode, je ne peux pas l'inverser, un générateur, je ne peut pas l'inverser. Donc, il est polarisé, par exemple. Par exemple, un générateur. Dans certains condensateurs sont polarisés, hein, c'est-à-dire on peut les charger positivement de ce sens, mais pas l'inverse. Et certains ne sont pas polarisés. Donc, on parle de dipôles polarisés, non polarisés. Ça veut dire qu'ils ont une polarité à respecter. La diode, hein, on n'a pas le droit de l'inverser. Donc, alors il y a des dipôles symétriques. Donc,
Ils ne sont pas polarisés, c'est pareil. Une résistance, vous la branchez, vous l'inversez, ça ne changera rien. Donc, c'est symétrique. Et il n'est pas polarisé. Une diode, c'est pas symétrique. Un générateur, c'est polarisé. Donc, je l'inverse, si j'ai un 5 volts, si je l'inverse, ça fait moins 5 volts. Donc, c'est quelque chose de polarisé. Donc, chaque dipôle est caractérisé par une caractéristique I de V, ou V de I, donc en général on parle de I de V, c'est-à-dire cette caractéristique me donne le fonctionnement, c'est-à-dire en fonction de tension que j'applique, je peux conclure, je peux déterminer le courant. Donc, cette caractéristique I de V, elle est importante à savoir pour savoir analyser un circuit qui contient ce dipôle, c'est-à-dire savoir comment il fonctionne. D'autres exemples de dipôle, alors une source de tension, ou bien un générateur de tension. Donc un générateur de tension, ça veut dire quoi? Par exemple, si on suppose qu'ici j'ai un générateur de tension de force électromotrice 12 volts, ça veut dire que ce générateur oblige cette tension à être égale à 12 volts. Donc il sera toujours égal à 12 volts. Je peux brancher ici n'importe quel appareil, une résistance, je peux faire varier, la tension ne change pas. Donc, c'est lui qui contrôle la tension à ses bornes, elle est fixe à 12 volts. Le courant peut varier. Donc, si j'augmente R, alors j'ai 12 égale R fois I. Si j'augmente R, I diminue. Si je diminue R, I augmente, mais 12 ne change pas. D'accord? Ensuite, on a un générateur de courant, ou bien une source de courant. Alors ici, j'ai un générateur qui fournit un courant IS. Par exemple, ça peut être 1 milliampère. Ça veut dire que le courant dans cette branche, c'est 1 milliampère. Donc, si je mets une résistance en série ici, il sera toujours parcouru par 1 milliampère. D'accord? Si je mets une autre résistance ici, eh bien, le courant ici sera 1 milliampère. Je peux faire varier cette résistance. Le courant sera toujours 1 milliampère. C'est la tension qui change. La tension au bord de R peut varier, mais le courant, c'est le générateur de courant qui contrôle ce courant. Il le fixe à 1 milliampère. Donc, quel que soit le moteur ou la résistance ou n'importe quel appareil que je branche ici, j'aurai toujours 1 ampère. D'accord? Donc, si je prends un générateur de courant, souvent on le représente comme ça. Je fais ça. Alors, cette résistance, elle ne sert à rien parce qu'il ne va pas limiter le courant. Si j'ai 1 milliampère ici, je vois toujours que je l'augmente, je le diminue, ça ne change rien. Donc, ce n'est pas la peine de la mettre, la résistance ici. Elle n'a pas de rôle. Donc, par contre, ici, si je mets une résistance, une autre résistance, un circuit, un moteur, une lampe, je ne sais pas quoi, etc., ici, dans cette branche, j'ai toujours 1 milliampère. D'accord? Bon, ici, ça peut varier, les tensions ici, ça peut changer, mais le courant dans cette branche, il est contrôlé et fixé par ce générateur de courant. C'est ça, donc, un générateur de courant. Donc, nous avons aussi des bobines. Donc, les bobines peuvent emmagasiner de l'énergie sous forme de champ magnétique. J'ai des condensateurs qui peuvent aussi stocker de l'énergie sous forme de charge. Donc, on peut avoir une quantité de charge positive d'un côté, une quantité de charge négative, ça fait une tension puisque nous avons Q est égal à C fois V. Donc, si j'augmente la charge, V augmente. Si Q égale 0, j'ai la tension 0. Donc, on peut utiliser les bobines et les condensateurs pour faire des filtres, pour faire des oscillateurs, etc. Donc, si je reviens sur les sources d'énergie, donc les générateurs, alors, une source est un dispositif qui convertit de l'énergie non électrique en énergie électrique. Par exemple, une batterie, à l'intérieur de la batterie, il se passe des réactions chimiques qui produisent donc des électrons capables de se déplacer pour former un courant électrique. Donc, ils fournissent un courant électrique grâce à des réactions chimiques. Donc, la batterie convertit de l'énergie chimique en énergie électrique. Donc, pour nous, c'est un dipôle qui fournit un courant, qui fournit donc de l'énergie électrique. On ne s'intéresse pas aux réactions chimiques à l'intérieur, mais je sais qu'une batterie de 12 volts, par exemple, la batterie de la voiture, je sais qu'il me fournit une tension de 12 volts. C'est ce qui m'intéresse. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est des phénomènes chimiques. Donc, bon, bien sûr, on peut toujours regarder ce que c'est, comment ça se passe, mais pour nous, c'est une tension qui est fournie et donc il est capable de fournir un courant. Si, bien sûr, si je mets une charge R ici, je vais avoir un courant. Donc, une génératrice, elle convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Par exemple,
Une éolienne, ça tourne par le vent la fait tourner, donc c'est un mouvement mécanique, et à la sortie, on obtient un courant électrique, donc de l'énergie électrique. Ou par exemple, avec un vélo, quand vous pédalez, si vous utilisez un dynamo, vous pouvez allumer des petites lampes. Donc, le fait de pédaler, de faire tourner des roues, ça produit c'est-à-dire de l'énergie mécanique et convertie en énergie électrique. Les panneaux solaires, maintenant, il y a de plus en plus sont utilisés, convertissent de la lumière, donc la lumière qui provient du soleil, et les convertit en énergie électrique, et ainsi de suite. Donc, on peut trouver plusieurs sources d'énergie. Donc, les sources, c'est des convertisseurs d'énergie, d'une forme d'énergie, une autre forme vers une énergie électrique. Donc, on a deux sources d'énergie, soit des sources de tension, soit des sources de courant. Alors, pour les sources de tension, comme j'ai dit tout à l'heure, alors ici j'ai un générateur de tension, ici aussi j'ai un générateur de tension. Ça veut dire que la tension entre ce point A et B, elle est maintenue par ce générateur. Donc, une source de tension maintient toujours la tension indiquée à ces bornes. Donc, si j'ai ici une batterie de 12 volts, donc entre les deux bornes de cette batterie, je vais avoir toujours 12 volts. Si vous prenez la batterie de la voiture, si vous mesurez entre la borne plus et la borne moins avec la borne, vous trouvez toujours 12 volts. Que vous allumez les lampes, que vous mettez en marche les essuie-glaces, que vous faites n'importe quoi, ici vous aurez toujours 12 volts. C'est-à-dire que je vais mettre en marche un moteur, je le branche, ben, il y a un courant qui va circuler bien sûr, mais j'aurai toujours 12 volts. J'ajoute un autre consommateur, une lampe par exemple, donc un autre courant sera, donc un courant plus fort va circuler ici, mais j'ai toujours la même tension. J'ajoute une autre utilisation, donc tout ça c'est la charge, hein, ça demande un courant, donc tout ça c'est équivalent à une seule résistance, on appelle ça la charge RL. Donc j'aurai un courant qui varie avec la variation de sa charge, mais la tension entre ces deux bornes, si par exemple j'ai un générateur de force électromotrice E, je vais dire que la tension ici c'est E. D'accord? Donc, une source de tension maintient toujours la tension indiquée à ces bornes. Le courant qui traverse la source dépend du circuit externe. Donc ici, le courant, il va varier avec la charge, hein, d'accord, avec l'utilisation. Si j'augmente R, il diminue. Si je diminue R, il augmente. Si je branche une autre charge, ça veut dire que je mets deux charges de résistance en parallèle, ça veut dire que je diminue la résistance, donc le courant va augmenter ici. Mais la tension sera toujours la même parce que c'est un générateur de tension, ou bien une source de tension. Le courant qui traverse la source dépend du circuit externe. Quelques symboles, donc ici, ce sont des symboles, soit on le représente comme ça, soit comme ça. C'est des symboles très utilisés pour désigner des sources de tension. Et puis, les sources de courant, on les représente comme ça. Souvent, moi, je préfère les représenter comme ça, pour faire une différence. Donc, ça veut dire que j'ai un courant. Alors, si c'est un courant I source, IS. Bien sûr, si le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule. Hein, d'accord? Mais tant que j'ai une résistance, je peux la faire varier. J'aurai toujours le même courant IS ici, il ne va pas changer. Mais la tension, par contre, elle va changer. V égale RI. I, elle est fixe, mais si je fais varier R, j'ai la tension qui varie. Si j'augmente R, la tension va augmenter. Si je diminue R, la tension va diminuer. Donc, une source de courant ou un générateur de courant produit toujours le courant indiqué. Donc, si je prends une source de courant sur laquelle c'est indiqué 2 mA, donc ça veut dire que ici, dans cette branche, j'aurai toujours 2 mA, quelle soit la charge. La tension à ces bornes dépend du circuit externe. Donc, symbole typique, c'est ça ou bien ça. Donc, comme dipôle, on avait donc source tension. Alors, je reviens sur la résistance. C'est donc un dipôle, c'est le dipôle le plus utilisé. Alors, la résistance totale, dans le cas, on peut brancher des résistances en série. Alors, quand j'augmente une résistance en série, ça veut dire que tout ça, c'est équivalent à une seule résistance qui est égale à la somme de ces résistances. Donc, c'est normal. Hein. Si je prends, et si j'ai une résistance qui est c'est-à-dire que le courant, quand il va trouver une première résistance qui va lui résister, puis une autre qui va lui résister aussi. Donc, c'est une somme de résistances. D'accord? Donc, la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Des résistances sont en série si le même courant, alors le courant qui circule ici, bien sûr, c'est le même qui passe à travers toutes les
je ne peux pas avoir un courant ici différent d'un courant ici. Hein, c'est inconcevable. Hein, c'est le même courant qui circule dans la même branche. Bon, ici, donc, j'ai entre A et B, je vois une résistance de 5 plus 3 plus 2, donc il suffit de faire la somme. En parallèle, alors quand je mets des résistances en parallèle, alors par exemple R1 en parallèle avec R2. Alors deux résistances en parallèle lorsqu'ils ont les deux bornes reliées. Alors la borne ici est reliée à la borne ici, la borne ici est reliée ici. Donc ça c'est deux résistances en parallèle. Donc vu entre le point A et B, donc entre A et B j'ai mis deux résistances, on parle de résistance parallèle. Alors le courant qui arrive ici va se diviser. Ça veut dire que si j'ai une seule résistance, j'ai un courant qui va passer à travers R1. Donc R1 va résister un peu à ce courant. Mais si j'ajoute une deuxième courant, c'est-à-dire j'ajoute un deuxième chemin pour le courant. Donc je facilite le chemin pour le courant. Donc le courant passe encore plus. Donc il y a moins de résistance. Donc R1 en parallèle avec R2, c'est inférieur à R1 et inférieur à R2. C'est pour diminuer une résistance. Donc, quand on a deux résistances en parallèle, alors souvent on parle de conductance, c'est la somme des conducteurs. Alors la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Alors, donc la conductance équivalente, c'est l'inverse de la résistance. Donc 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ou alors, donc si j'ai R1 en parallèle avec R2, c'est tout simplement R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Si on fait là le calcul ici, après on inverse, on va trouver ça. Alors, regardez bien, R1, alors, souvent on trouve des erreurs dans certains examens, on trouve R équivalent est égal à R1 plus R2 sur R1. C'est-à-dire on oublie lequel c'est le numérateur. Si vous regardez ça, ça se voit que c'est faux. Pourquoi? Si vous regardez le numérateur, c'est en ohm. Dénominateur, c'est ohm fois ohm, c'est ohm au carré, donc finalement, c'est ohm moins 1. Une résistance ne peut pas être exprimée en ohm moins 1, donc c'est faux. Alors qu'ici, c'est ohm fois ohm divisé par ohm, se simplifie, donc il reste ohm. Donc R équivalente, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Donc pour ne pas refaire cette erreur. Alors, une résistance de 9, une résistance de 18, donc c'est 9, la résistance équivalente, c'est 9 fois 18 sur 9 plus 18. Ce n'est pas la peine de faire l'application numérique, tout le monde sait le faire. Ensuite, la notion de puissance, alors je vais continuer un petit peu et on prendra une pause bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance électrique dans un dipôle? Alors, un dipôle, il consomme une puissance électrique. Alors, si par exemple j'ai une résistance, on va dire qu'elle va consommer une puissance qui est égale à la tension multipliée par le courant. La tension au bord de cette résistance, de ce dipôle, multipliée par le courant qui traverse cette résistance. Donc, la puissance électrique mise en jeu dans un dipôle soumis à une tension U et parcourue par I est égale U fois I. Alors, si par exemple, j'ai une tension, on va dire, je peux avoir une tension au bord d'une résistance, mais pas de courant qui circule. Bon, c'est pas possible, il y a toujours un courant, mais de toute façon, par exemple, si vous regardez la prise murale, hein, dans le mur, entre les deux, vous avez 220 volts. Donc, vous avez une tension. Mais tant que vous n'avez rien branché, il n'y a pas de courant, I égale 0, donc la puissance mise en jeu, c'est 0, parce que c'est U fois I. Mais dès que je mets une charge, donc il y a un courant qui commence à circuler, donc à ce moment-là, je consomme de l'énergie, je consomme une puissance, donc c'est U fois I. Alors la puissance, donc, elle est exprimée en watts. Le watt, c'est le volt multiplié par l'ampère. D'accord? Voilà l'expression de la puissance. Alors, si c'est une résistance, donc elle reçoit cette puissance, elle consomme. Si c'est un générateur, c'est un fournisseur de puissance. D'accord? Il fournit de l'énergie, le générateur. Donc, c'est la même, hein, c'est U fois I. Donc, il fournit cette énergie qui sera consommée par la résistance. Alors, donc, on peut avoir deux types vis-à-vis de la puissance, les dipôles se comportent de deux manières. Soit c'est un dipôle générateur, soit un dipôle récepteur de puissance. Alors, un dipôle générateur est un dipôle qui fournit la puissance électrique. Un générateur de tension, par exemple, il fournit une puissance électrique. Cette puissance est consommée par les dipôles récepteurs. Donc, ici, j'ai un générateur
J'ai une lampe. Donc, le générateur fournit un courant I égale 1 ampère, fournit une tension U égale 6 volts. Donc, la puissance fournie par ce dipôle, c'est 6 fois 1, donc ça fait 6 watts. Et celui-là, donc, il reçoit ce courant et il subit la même tension. Donc, on a la même quantité de puissance qui est consommée par la lampe. Donc, la puissance que fournit la pile, c'est 6 watts et la puissance que consomme l'ampoule, c'est 6 watts. Les sociétés de distribution de l'eau et de l'électricité, donc elles nous facturent l'énergie électrique qu'on consomme. Alors souvent, donc cette puissance, cette énergie électrique, donc vous avez ici un compteur par exemple, à Tanger, c'est Amendis qui contrôle la distribution et nous facture donc la consommation. Donc l'énergie qu'on consomme, alors en général, c'est l'énergie ici, c'est la puissance multipliée par le temps. Alors quand vous prenez un appareil qui consomme 10 watts, donc si vous le faites si vous le laissez fonctionner pendant 1 heure, ça consomme 10 watts-heure. D'accord? Donc ça veut dire 10 watts par heure. Donc D de E, c'est l'énergie mise en jeu pendant la durée de temps D de T. L'énergie électrique s'écrit donc U fois I multiplié par le temps. D'accord? Donc, si vous prenez une lampe de 100 watts et vous la laissez pendant 1 heure, donc 100 watts multiplié par 1 heure, ça fait 100 watts-heure. Donc, c'est exprimé en watts-heure ou bien kilowatts-heure. Donc, les compteurs d'énergie mesurant l'énergie électrique en kilowatts-heure. 1 kilowatt-heure, on peut le convertir en joules, ça fait 3,6 fois 10 puissance 6 joules. D'accord? Donc, la relation entre la puissance et l'énergie, c'est que l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps qu'il a duré cette consommation. Lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant électrique, donc un fil, quand vous faites passer un courant dans un fil, il chauffe. Donc, il y a une transformation d'énergie électrique en énergie thermique, en chaleur. Donc, cette chaleur ne vient pas de rien, c'est une énergie, la chaleur c'est une énergie, donc elle provient d'une énergie électrique. Ce phénomène est appelé effet Joule. Souvent, les résistances, quand sont parcourues par un courant, elles peuvent chauffer. On voit la température qui augmente. Il existe des résistances dites résistances chauffantes. Des résistances chauffantes sont des résistances qui chauffent beaucoup quand on les fait parcourir un courant. On les utilise pour chauffer des fours, pour chauffer certaines pièces, etc. Donc, on parle de résistance chauffante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi de Joule? La puissance électrique consommée par une résistance, donc si on dit c'est une résistance, donc c'est U fois I, et donc c'est aussi RI au carré, puisque I c'est égal à U sur R, donc si je remplace si je remplace I par U sur R, ça me donne U au carré sur R, ou bien si je remplace, donc U est égal à RI, donc voilà, si je remplace U par RI, puisque I sur RI, ça fait RI au carré. Donc, si je connais le courant, la puissance, c'est RI au carré. Si je connais seulement la tension, c'est U au carré sur R. Alors, les résistances, donc, ce sont des composants, on les trouve très souvent sur les cartes électroniques, ce sont ces petits composants avec des couleurs. Pourquoi les couleurs? C'est pour indiquer la valeur de la résistance. Alors, comment ça marche? En général, vous avez des résistances à 3 couleurs pour désigner la valeur et une 4e couleur pour la tolérance. Alors, la tolérance, ça veut dire c'est un peu l'incertitude sur la valeur que vous lisez. C'est-à-dire, on peut avoir, si c'est marron, c'est plus ou moins 1% d'erreur. Si c'est rouge, donc on a une tolérance de plus ou moins 2%. Si c'est or, c'est plus ou moins 5%. Quand je dis ça, par exemple, si j'ai une couleur or ici, donc la valeur que je lis ici, elle est vraie à plus ou moins 5%. Ça veut dire si je lis 100 ohms, ça veut dire ça peut être 105, ça peut être aussi 95. D'accord? Donc, c'est 5% d'erreur. Si c'est en argent, c'est 10%. Donc, ça, c'est pour la tolérance. Et les 3 autres indiquent la valeur de la résistance. Alors, comment on peut lire cette valeur de résistance? Donc, ces couleurs, on leur a associé des nombres. Donc, la couleur noire, c'est le 0. Marron, c'est le 1.
rouge, c'est les 2, orange, c'est 3. Alors, vous voyez que c'est dans le sens allant du noir vers le blanc. C'est-à-dire en dégradant les couleurs. Alors, la couleur la plus proche du noir, c'est le marron. Après, c'est le rouge. Le proche du rouge, c'est l'orange. Le jaune, c'est proche orange. Alors, le jaune, ça tend vers le vert. Le vert tend vers le bleu vers le violet, puis le gris, puis le blanc. C'est pour se rappeler un peu de l'ordre. Donc, le noir, c'est le 0, marron 1, etc. Et le blanc, c'est le 9. Sinon, il y a des petites phrases pour se rappeler. Alors ici, c'est marqué « Ne mangez rien » ou « Jeûnez, voilà bien votre grande bêtise ». Donc, « Ne », c'est le noir, « aime manger », c'est le marron, « rien », c'est le rouge, etc. C'est une astuce pour se rappeler. Alors, comment ça marche? Alors, la résistance que vous avez ici, c'est, je prends la première couleur, je mets son nombre ici. Donc, par exemple, X. Donc, ici, le rouge, c'est le 2. Donc, je vais écrire 2. La deuxième couleur, par exemple, Y. Alors, ici, c'est le noir. Le noir, c'est le 0. Donc, ça fait 0. Multiplié par 10 à la puissance Z. Z, c'est la troisième couleur. Alors, la troisième couleur ici, c'est le vert. Donc, c'est multiplié par 10 à la puissance 5. Donc, cette résistance, c'est 20 fois 10 puissance 5 ohms, ou bien 2 fois 10 puissance 6 ohms, c'est-à-dire 2 méga-ohms. D'accord? Donc, c'est ici les deux chiffres, je les écris directement, et ici, c'est le nombre de zéros que j'ajoute. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 0 et j'ajoute 5 0. Ça fait 2 suivi de 6 0, donc 2 fois 10 puissance 6 ou bien 2 méga-ohms. Voilà, donc les résistances, on n'a pas besoin de mesurer à chaque fois, il suffit d'apprendre à lire les couleurs. Alors, quand on manipule ça très souvent, par exemple, on utilise beaucoup de résistances de 1 kilo-ohm. Donc, alors 1 kilo, alors 1 kilo, c'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance 2, c'est ça. Donc, ça fait 10 plus 2 0, ça fait 1000. Alors, 1 kilo, donc ça va être 1, c'est le marron. 0, c'est le noir. Et 2, c'est le rouge. Donc, c'est marron noir. Donc, marron noir, rouge, c'est 1 kilo. On a l'habitude de voir ça. Marron noir orange, c'est 10 kilos. J'ai ajouté un 0. Et puis, il y a une autre résistance qu'on utilise beaucoup, c'est 220 ohms. Alors, avec les LED, avec les afficheurs, avec les entrées et les sorties des numériques, donc on utilise beaucoup des résistances de 220 ohms. Alors, 220 ohms, ça va être rouge. Rouge, ça fait 22 fois 10 à la puissance, j'ajoute un 0 fois 10 à la puissance 1. Donc, c'est le marron. Donc, rouge, marron. Donc, rouge, marron, ça fait 220 ohms. Voilà un peu. Donc, il y a quelques valeurs particulières qu'on utilise beaucoup. Il suffit de les connaître. Mais sinon, il faut savoir lire une valeur de résistance. Et aussi, il faut savoir la mesurer. Alors, pour mesurer une résistance, on a besoin d'un appareil, c'est l'ohmmètre. Alors, si je branche un ohmmètre, si je branche la résistance sur les deux bords d'un ohmmètre, ça me donne la valeur. Mais attention, quand on a un circuit comme ça, R1, R2, R3. Si vous prenez un ohmmètre, vous le branchez ici et ici, il ne vous donnera pas la valeur de cette résistance. Parce qu'il ne voit pas que cette résistance, mais il voit la résistance ici en parallèle, il voit cette branche en parallèle, donc c'est faux. Pour mesurer une résistance, il faut la débrancher, au moins une branche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un courant circule. Donc, une résistance doit être débranchée pour la mesurer. Parce que quand je mets un ohmmètre en parallèle, enfin, en boucle fermée ici, qu'est-ce qu'il fait l'ohmmètre? Il applique une tension petit v, par exemple 3 volts, il regarde le courant I, il mesure le courant, et il fait le rapport V divisé par I, c'est ça la résistance R. Donc, si vous avez déjà un courant ici, donc ça fait faux ce que ça va mesurer. Donc, il faut débrancher la résistance avant de la mettre. On ne mesure jamais une résistance avec un ohmmètre sur une carte électronique. Donc, c'est très simple. Si je regarde juste deux résistances ici, R1 et R2. Je prends un ohmmètre, je le mets ici, eh bien, il va voir R1 en parallèle avec R2, il ne va pas mesurer R1. D'accord? Il va mesurer R1. Donc, si je veux mesurer uniquement R1, je dois couper ici. D'accord? Bon, il existe des appels. Alors, ici, ça ne marche pas parce que c'est un PDF, mais dans un. Je crois que ça marchait dans un PowerPoint. Il existe plusieurs
application qui fonctionne. Il suffit de cliquer pour changer des couleurs et ça affiche la valeur. Donc, il y a une multitude sur Internet pour les gens qui s'intéressent à avoir. Bien sûr, le téléphone, il existe des multitudes d'applications pour faire c'est-à-dire pour connaître la valeur des résistances en fonction de ces couleurs. Alors, je regarde à quelle heure il est, donc je pense que c'est l'heure de prendre une petite pause. Alors, on va prendre une petite pause de 15 minutes, à peu près, et on reviendra on va parler du diviseur de tension et du diviseur de courant, et après on fera quelques petits exercices pour ne pas trop charger dès le premier jour. Donc, vous disposez de 15 minutes pour vous reposer. Si vous avez des questions, donc là, j'entends rien, donc je ne sais pas si je suis connecté ou non. Alors, je vais repasser sur la. Alors, est-ce que ça marche toujours? Vous êtes là? Ça, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Oui, monsieur. Donc vous avez une pause, donc 15 minutes. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur la partie chat, comme ça je pourrai répondre dans quelques minutes. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, ils sont les bienvenus. Et sinon, donc, on peut disposer de quelques minutes de repos, une quinzaine de minutes.